Elle a remporté des Oscars. Elle a conquis le monde. Mais derrière le sourire parfait de Julie Andrews se cachait un secret inavouable qu'elle a gardé pendant 60 ans. Leur liaison scandaleuse a débuté sur un tournage en 1965. Elle était mariée. Il était marié. Leur attirance était explosive. Lorsque des rumeurs ont circulé concernant leur rencontre secrète, à l'hôtel, les dirigeants du studio ont menacé de les détruire tous les deux. Julie a choisi le silence jusqu'à présent. La star de la Mélodie du bonheur révèle enfin la romance interdite qui lui a tout coûté. Julie Andrews est née en 1935 à Walton-on-Thames, une petite ville anglaise. Mais dès son plus jeune âge, sa vie était déjà compliquée. Sa mère Barbara avait eu une liaison avec un ami de la famille et Julie était née de cette relation. Pendant des années, Julie a cru que son père était quelqu'un d'autre. Elle n'a découvert la vérité qu'à l'âge de 15 ans. Cette vérité est restée cachée au public jusqu'à ce qu'elle la révèle elle-même des décennies plus tard dans son autobiographie. Au début de la Seconde Guerre mondiale, sa vie de famille s'est effondrée. Ses parents se sont séparés, puis remariés. Julie a déménagé à plusieurs reprises, vivant tantôt avec son père biologique, tantôt avec sa mère et son beau-père Ted Andrews. La vie avec ce dernier n'était pas facile. Il buvait, et pire encore, il a franchi des limites sans graves. Julie dut installer une serrure à la porte de sa chambre pour se protéger. Il vivait dans un quartier pauvre de Londres et peinait à joindre les deux bouts. Ces années de guerre, confia-t-elle plus tard, furent parmi les plus sombres de sa vie. Mais même dans ce chaos, il y avait une lueur d'espoir, sa voix. Son beau-père, malgré ses propres problèmes, avait remarqué son talent et lui avait offert des cours de chant. C'est alors qu'elle rencontra Madame Lillian Stiles Allen, une célèbre professeure de chant. Julie la considérait comme une troisième mère. Madame avait décelé chez Julie un talent rare, une tessiture vocale incroyable et un timbre cristallin. Julie, quant à elle, ne se croyait pas particulièrement douée. Elle plaisantait en disant que seuls les chiens pouvaient entendre ses notes les plus aiguës. Mais les autres étaient stupéfaits. Elle s'entraînait avec acharnement, jonglant entre l'école et les cours de musique, se préparant à une vie que peu d'enfants de son âge pouvaient en imaginer. Les premiers vrais spectacles de Julie ont eu lieu avec ses parents. Elle n'avait que 10 ans. Perchée sur une caisse de bière pour atteindre le micro, elle chantait aux côtés de sa mère au piano et de son beau-père. Très vite, elle chantait pour les soldats, voyageait en train et dormait même dans les porte-bagages avec Petula Clark, une autre enfant star. À 12 ans, tout a basculé. Son beau-père l'a présentée à un homme qui dirigeait certains des plus grands théâtres londoniens. Il lui a donné sa chance et Julie l'a saisie. Ses débuts professionnels ont eu lieu à l'Hippodrome de Londres, où elle a chanté un air d'opéra français difficile devant une salle comble. Elle n'était qu'une enfant, mais sa prestation a fait sensation. Le public était en délire. Cette soirée s'est transformée en un spectacle d'1 an. Elle avait même un sketch avec un humoriste sculpteur de ballons nommé Wally Boa. Elle arrivait sur scène en courant, lui disait qu'elle savait chanter, puis subjuguait le public. À 13 ans, elle est devenue la plus jeune chanteuse solo à se produire au Royal Variety Show devant le roi et la reine. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Elle a fait ses débuts à la radio puis à la télévision et sa voix est devenue familière dans toute la Grande-Bretagne. Elle a joué dans des pièces pour enfants comme Jack et le haricot magique et Cendrillon. Et dès l'adolescence, elle avait déjà ses propres fans. Le premier rôle de Julie au cinéma n'a pas été un succès commercial. Il s'agissait d'un doublage dans un dessin animé italien, La princesse chanteuse. Mais c'était son premier pas vers quelque chose de plus grand. Julie Andrews venait d'avoir 19 ans lorsqu'elle a foulé pour la première fois les planches de Broadway. C'était le 30 septembre 1954 et elle avait décroché le rôle principal de Polly Brown dans la comédie musicale The Boyfriend. Ce n'était pas un début,
Comme les autres, c'était un moment qui allait changer sa vie. Elle avait été recommandée pour le rôle par l'actrice britannique Hattie Jacques, que Julie a toujours remercié de lui avoir offert sa première véritable opportunité. Mais accepter le rôle n'était pas chose facile. Julie devait quitter sa famille en Angleterre et elle était terrifiée. C'était elle qui subvenait à leurs besoins. Et maintenant, elle traversait le monde en avion sans même savoir si elle réussirait. Mais son père l'encouragea à y aller, et ce choix allait tout changer. Sa prestation fut un triomphe. La critique l'adora. Le public fut subjugué par sa voix claire et puissante et son sens inné du comique. Le spectacle fut joué 485 fois, et Julie remporta le Theatre World Award pour ses débuts. Mais la véritable récompense n'était pas seulement les applaudissements. C'est grâce à la présence de deux grands producteurs de Broadway, Alan J. Lerner et Frederick Lowe, que Julie a pu trouver son Eliza Doolittle. Ils étaient dans la salle pour le casting de leur nouvelle comédie musicale My Fair Lady. En mars 1956, Julie avait 20 ans et n'était plus une débutante. Elle était une star. Interpréter Eliza Doolittle face à Rex Harrison dans My Fair Lady était un véritable exploit. C'était le rôle. La transformation de la jeune fleuriste Cockney en femme élégante a permis à Julie de révéler tout son talent d'actrice et sa voix, et le public l'a remarqué. Le spectacle a connu un succès phénoménal. Il est resté à l'affiche à Broadway pendant des années, et l'enregistrement de la distribution était omniprésent à la radio dans les foyers et même dans les classements musicaux. Après avoir conquis New York, elle a réitéré son succès dans le West End londonien en 1958. Sa voix pouvait couvrir 4 octaves et son talent a franchi les océans. En 1960, elle fit son retour à Broadway cette fois dans le rôle de la reine Gui dans Camelot. Elle partageait l'affiche avec Richard Burton, un acteur gallois qui illuminait la scène. En coulisses, les choses se compliquèrent, mais Julie admit plus tard avoir été fortement attirée par Burton. Il était charmant magnétique et elle était irrésistiblement attirée par lui. Pendant un temps, il est resté professionnel. Mais lorsqu'il a finalement fait le premier pas, Julie a surpris tout le monde et surtout elle-même en répliquant par un juron. « Mary Poppins, lâche-toi », a-t-elle plaisanté plus tard, le remettant à sa place et coupant court à la conversation. Leur énergie sur scène n'en a pourtant pas souffert. Au contraire, le succès fut encore plus retentissant. Le spectacle connut des débuts difficiles, mais son ascension fulgurante prit un tournant décisif après sa diffusion au Ed Sullivan Show. Le public afflua et la production connut 3 années fastes. Burton remporta un Tony Award. Julie obtint une nouvelle nomination et une personnalité de premier plan la suivait de près Walt Disney. Disney la vit dans Camelot et sut immédiatement qu'elle était sa Mary Poppins. Mais, avant que cela ne puisse se produire, un événement douloureux frappa Julie de plein fouet. Hollywood préparait une adaptation cinématographique de My Fair Lady et tout le monde la supposait en être la vedette. Elle avait rendu le rôle célèbre. Elle était Eliza Doolittle, mais Warner Brothers refusa. Ils voulaient une plus grande actrice. Ils confièrent son semble rôle à Audrey Hepburn. Ce fut un coup dur. Audrey était déjà une star de cinéma, mais elle ne chantait pas comme Julie. En réalité, la plupart de ses chansons ont dû être doublées par une autre chanteuse. Julie a déclaré plus tard que si on lui avait demandé de doubler la voix de quelqu'un d'autre, elle aurait été furieuse. Mais perdre ce rôle lui a ouvert la voie à une meilleure opportunité. Disney lui a proposé le rôle de Mary Poppins. Il l'a vue sur scène dans Camelot et s'est précipité en coulisses le soir même pour la rencontrer. Julie pensait qu'il était simplement poli. Puis elle lui annonça qu'elle ne pouvait accepter aucun nouveau rôle. Elle était enceinte. Walt sourit et dit « Ce n'est pas grave. On attendra. » Il n'était pas simplement gentil. C'était le projet de ses rêves depuis des décennies. Il avait promis à ses filles
de réaliser un film adapté de leur livre préféré, et il était convaincu que Julie était la seule capable de le faire. Il a même loué une maison à Los Angeles pour que sa famille puisse y séjourner. Lors de la sortie de Mary Poppins en 1964, personne ne s'attendait vraiment à ce que cette femme originaire d'un petit village anglais conquiert le monde. Elle avait 29 ans et faisait ses débuts au cinéma. Pourtant, dès son apparition à l'écran dans le rôle de la magicienne N, le public a été conquis. Le film a connu un succès fulgurant. Le film a rapporté plus de 44 millions de dollars aux États-Unis et plus de 13 millions dans le monde. L'année suivante, les deux films se sont affrontés aux Oscars. Mary Poppins a triomphé. Julie Andrews a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Audrey Hepburn n'a même pas été nommée. Dans son discours, Julie a remercié l'homme qui avait rendu cela possible, Jack Warner, un clin d'œil malicieux au producteur qui l'avait refusé. Pour couronner le tout, Mary Poppins a rapporté plus d'argent que My Fair Lady. Bien que son coût de production fût bien moindre, Hollywood avait compris qui était vraiment Julie Andrews. Lorsque La Mélodie du Bonheur est sortie en salle en mars 1965, ce ne fut pas seulement un succès, ce fut un triomphe. Le film a rapporté 286 millions de dollars dans le monde entier et a fait de Julie Andrews une icône mondiale. Elle incarnait Maria von Trapp, une jeune nonne pleine de vie qui ramène la musique dans le foyer d'une famille endeuillée. Le plan d'ouverture où on la voit tournoyer au sommet de la montagne est devenu l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Mais en coulisses, rien n'était magique. Un hélicoptère filmait la scène et le souffle des pales la faisait constamment tomber au sol. Elle plaisanta plus tard en disant qu'elle ait été aplatie dans l'herbe après chaque prise. Récompensée par 5 Oscars, dont celui du meilleur film le long-métrage, fit d'Andrews la coqueluche d'Hollywood. Mais cette perfection avait un prix. Elle venait d'interpréter 2 rôles de nounou adorés d'affilée, et certains commençaient à dire qu'elle ne pouvait jouer que dans des comédies musicales. Julie savait qu'elle devait sortir des sentiers sans y battus. C'est pourquoi plus tard, en 1964, elle choisit un film complètement différent, l'américanisation d'Emily. L'histoire se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale et adoptait un ton beaucoup plus sombre. Elle y incarnait une veuve britannique aux côtés de James Garner. Pour la première fois, elle ne chantait pas, elle jouait la comédie, et elle prouva qu'elle en était capable. Elle collabora ensuite avec Alfred Hitchcock pour Le Rideau déchiré, un thriller d'espionnage sur fond de guerre froide sorti en 1966. Elle partageait l'affiche avec Paul Newman et Universal Pictures comptait sur leur duo de stars, mais Hitchcock n'était pas satisfait. Il trouvait les 2 acteurs trop lisses pour le ton plus brut qu'il recherchait. Les critiques furent mitigées, mais le public répondit présent. Le film a rapporté plus de 13 millions de dollars pour un budget de 3 millions. Un succès mitigé. La même année, elle s'est attaquée à Hawaï, un drame historique ambitieux, adapté du roman de James Michener. Ce film disposait alors du plus gros budget de tous les temps, 15 millions de dollars. Malgré les retards dus à Heavy Rain et même les avertissements concernant son potentiel commercial, il est devenu le plus gros succès de l'année. Julie incarnait une femme déterminée qui suit son mari missionnaire sur les îles. Sa prestation était convaincante, mais curieusement, tous les regards se sont tournés vers Jocelyne Lagarde, une parfaite débutante interprétant une reine hawaïenne. Elle a volé la vedette et a même remporté un Golden Globe. C'était le genre de surprise que personne n'avait vu venir. À la fin des années 60, la magie commença à s'estomper. En 1968, Julie tenait le rôle principal dans Star, un biopic consacré à la comédienne Gertrude Lawrence. Le budget était colossal. Le réalisateur était le même que celui de La Mélodie du Bonheur et tous les ingrédients semblaient réunis pour un succès assuré. Mais le film fut un échec. Les critiques lui reprochèrent son jeu trop théâtral. Variety,
n'y est pas allé de main morte, qualifiant sa prestation d'exagérément hideuse. Le film fut un tel fiasco qu'il devint l'un des plus gros échecs commerciaux de la décennie. Puis vint Darling Lili en 1970, réalisé par son mari Blake Edwards. Le film était censé redorer son image. Elle y prononçait des jurons. Elle y faisait un striptease. Le public était stupéfait, et pas dans le bon sens du terme. Le film, qui coûta une fortune d'environ 25 millions de dollars, fut un échec commercial retentissant. Du jour au lendemain, Hollywood ne la considérait plus comme une actrice de premier plan. Curieusement, elle fut tout de même nommée aux Golden Globes pour ses rôles dans Say Star et Darling Lili. Le respect était toujours présent, mais la dynamique n'était plus là. Elle avait besoin d'un nouveau départ. En 1972, elle se tourna vers la télévision avec The Julie Andrews Hour, une émission de variété mêlant musique, humour et invités de marque. ABC avait tellement confiance en elle qu'elle lui a offert un contrat de 5 ans. La série a été lancée avec des critiques dithyrambiques. Les critiques ont salué sa polyvalence et son charme, mais les bonnes critiques ne se sont pas traduites par de bonnes audiences. Face à une concurrence plus féroce, la série a été annulée après une seule saison. Puis un événement étrange s'est produit. 1 mois après son annulation, la série a triomphé aux Emmy Awards, remportant 7 prix sur 10 nominations. C'était un sentiment doux amer, une émission primée que personne ne regardait. ABC lui a offert quelques émissions spéciales pour compenser, mais il était clair que la télévision n'était pas non plus faite pour elle. Alors, elle a pris une décision audacieuse. Elle s'est lancée dans les boîtes de nuit. Oui, la femme surtout connue pour chanter avec des enfants dans les Alpes se produisait désormais dans des clubs enfumés, chantant du jazz et racontant des blagues. Ce fut une véritable métamorphose. Elle s'est moquée de sa propre image, à lancer des pics sur Hollywood et a prouvé qu'elle n'était pas qu'une enfant sage tout droit, sortie d'une comédie musicale. La critique a adoré. Le public a été conquis. Elle a révélé au monde une nouvelle facette d'elle-même, incisive, drôle et parfaitement maîtresse d'elle-même. Puis en 1979, elle a fait son grand retour au cinéma. Elle a joué dans Dix, une comédie romantique réalisée par Blake Edwards. C'était sexy, drôle et très moderne. Le film a rapporté plus de 74 millions de dollars et a prouvé que Julie Andrews était toujours une star. Elle a enchaîné en 1981 avec une comédie noire où elle a stupéfié le public en apparaissant seins nus. Ce n'était pas un hasard. C'était sa façon de se défaire de son ancienne image et d'en construire une nouvelle. Mais le véritable tournant survint en 1982 avec Victor Victoria. Elle y incarnait une chanteuse en difficulté qui se faisait passer pour un homme se faisant passer pour une femme afin de décrocher un contrat dans une boîte de nuit. Le rôle était subtil, complexe et audacieux. Il abordait les thèmes de l'identité de genre, de la sexualité et de la survie, et elle l'interpréta à la perfection. Le film rapporta 28 millions de dollars, lui valut un nouveau Golden Globe et une nomination aux Oscars. Du jour au lendemain, Maria von Trapp n'était plus le seul rôle auquel on pensait en entendant son nom. Julie Andrews avait accompli un exploit rare chez les stars, se réinventer non pas une, mais plusieurs fois. Et elle l'avait fait sans rien perdre de ce qui avait fait son charme au départ. Tandis que sa carrière prenait son envol, sa vie personnelle se compliquait. Julie avait épousé le décorateur Tony Walton en 1959. Leur histoire remontait à l'enfance. Il l'avait vu jouer pour la première fois alors qu'ils étaient encore enfants et était devenu son correspondant. Ils se marièrent alors qu'elle tenait encore le rôle principal dans My Fair Lady à Londres. En 1962, leur fille Emma naquit. Julie jonglait désormais entre Broadway, son rôle de mère, et son nouveau mariage. Ce n'était pas facile. Le travail les tenait éloignés parfois, pendant des mois parfois, à l'autre bout du monde.
Et concilier maternité et célébrité n'était pas une chose à laquelle Julie était préparée. Elle a dit un jour que cela la tiraillait dans des directions opposées. Son cœur était partagé entre son enfant et sa carrière, et parfois même entre son mari et son enfant. La pression s'est accumulée au fil des ans. Elle n'en a parlé qu'à l'époque, refoulant ses émotions pour tenir le coup. Finalement, la tension est devenue insupportable. En 1969, Julie et Tony ont divorcé. La rupture a profondément affecté Andrews. Elle a alors entrepris une thérapie, une décision qui a transformé sa vie. Le réalisateur Mike Nichols l'a encouragée à se faire aider et elle l'a écouté. La thérapie l'a aidée à se débarrasser de ce qu'elle appelait le désordre et les pensées parasites qui l'encombraient. Elle lui a apporté la clarté et la force nécessaires pour continuer. Des années plus tard, elle a parlé ouvertement de santé mentale, espérant que son histoire puisse aider d'autres personnes. C'est juste devant le cabinet d'un thérapeute que le destin a décidé de bouleverser sa vie. C'est là qu'elle a rencontré le réalisateur Blake Edwards. Il a plaisanté plus tard, en disant que c'était un moment typiquement hollywoodien. Mais ce moment était bien réel. Tous deux avaient connu des peines de cœur. Tous deux portaient des blessures intérieures et ont trouvé un réconfort étrange l'un auprès de l'autre. Malgré leurs 13 ans d'écart, une évidence s'est imposée. En 1969, ils se sont mariés. Leur vie se mêlait désormais au tournage de films et aux dîners en famille. Elle s'occupait de ses enfants comme une mère, et plus tard, ils adoptèrent 2 filles vietnamiennes, Amy et Joanna. Leur complicité ne se limitait pas à la vie privée, ils formaient aussi un duo professionnel. Ils ont tourné 7 films ensemble, dont Saw et Victor Victoria. Certains films n'ont pas rencontré le succès comme Darling Lily, mais cela n'a jamais affecté leur relation. Andrews disait souvent que l'humour incisif de Blake contrebalançait son caractère plus sérieux. Leur mariage a duré 41 ans, jusqu'à la mort de Blake en 2010. Même après son décès, elle continuait de qualifier leur histoire d'amour véritable. Mais bien avant Blake, il y avait un autre chapitre moins connu, mais profondément émouvant. En 1960, Julie tenait le rôle principal de Guinevere dans Camelot à Broadway, face à Richard Burton, dans le rôle du roi Arthur. Sur scène, leur alchimie était palpable. En coulisses, c'était une autre histoire. À l'époque, elle était encore mariée à Tony Walton, mais des tensions commençaient déjà à apparaître. Burton était charmant intense et impossible à ignorer. Julie a admis plus tard que leur mariage battait de l'aile et qu'elle se sentait seule. Travailler quotidiennement en étroite collaboration avec Burton a fait naître en elle des sentiments inattendus. Elle a reconnu avoir été tentée, mais elle n'a jamais franchi la ligne rouge. Elle est restée concentrée sur son travail. Consciente des enjeux, et malgré une forte attirance, elle a privilégié la discipline au désir. Cette décision lui a peut-être épargné bien des peines de cœur. Puis vint La Mélodie du bonheur en 1965. Julie y incarnait Maria Christopher Palmer, le capitaine. Leur alchimie était magique, et ce n'était pas qu'une simple idylle. En coulisses, ils nourrissaient une attirance secrète l'un pour l'autre. Tous deux traversaient des moments difficiles dans leur vie personnelle. Julie subissait encore les conséquences d'un mariage tumultueux. Plumber, quant à lui, était confronté à ses propres difficultés. Une idylle aurait pu facilement naître, mais elle ne s'est jamais concrétisée. Plumber avait plaisanté en disant qu'ils auraient dû vivre une passion dévorante, mais la vie en avait décidé autrement. Julie avait ses enfants avec elle. Le moment était mal choisi. Pourtant, de cette relation est née une amitié profonde et durable. Julie a précisé qu'ils n'avaient jamais été en couple, et c'est peut-être ce qui a renforcé leur lien. Ils se respectaient profondément. Elle le félicitait souvent pour sa capacité à donner de la profondeur à la musique, l'empêchant de devenir trop mièvre ou ridicule. Au fil des ans, ils sont restés proches, ont pris des nouvelles, l'un de l'autre, ont ri ensemble,
se sont soutenus mutuellement. Et lorsque Plumber est décédé en 2021, Julie a affirmé qu'ils étaient restés d'excellents amis jusqu'à la fin. Sa vie personnelle a évolué tout comme sa carrière. Les années 1980 ont apporté leur lot de nouveaux défis, notamment avec le film That's Life, 1986. Elle y incarnait une chanteuse confrontée à la possibilité d'un cancer. Ce rôle résonnait particulièrement en elle car, à cette époque, les médecins avaient découvert une lésion à sa gorge. Le film explorait les thèmes du vieillissement, des relations humaines et de la peur de l'inconnu. La même année, elle interpréta le rôle principal dans Duo pour un, celui d'une célèbre violoniste atteinte de sclérose en plaques. Le récit poignant et intense lui permit de collaborer avec Liam Neeson, dont la performance bouleversante marqua profondément le film. Ces deux rôles lui valurent bientôt des nominations aux Golden Globes, prouvant qu'elle était bien plus qu'une simple star de comédie musicale. Dans les années 1990, Andrews s'est tournée vers la télévision. En 1992, elle a tenu le rôle principal dans la sitcom Julie, incarnant une personnalité de la télévision qui s'installe dans une petite ville après avoir épousé un vétérinaire. Réalisée par Blake Edwards, la série n'a jamais trouvé son public et a été annulée après seulement 7 épisodes. Malgré les difficultés rencontrées par la série, Andrews a connu le succès ailleurs. Julie Andrews, pour son rôle dans The Sound of Christmas, en 1987, a remporté 5 Emmy Awards. En 1989, elle a retrouvé Carol Burnett pour le spectacle Julie and Carol Together Again. En 1990, elle a donné un concert intitulé Julie Andrews in Concert, rappelant à tous pourquoi elle était une star. Après 30 ans d'absence à Broadway, elle a fait un retour triomphal. En 1993, elle a joué dans Putting It Together, une adaptation d'une comédie musicale de Stephen Sondheim sur les relations et les regrets. Il s'agissait d'une petite production off-Broadway, jouée seulement 59 fois, mais elle marqua un retour important. 2 ans plus tard, elle tenait le rôle principal dans Victor Victoria, une adaptation théâtrale de son film de 1982. Elle y incarnait Victoria Grant, une femme se faisant passer pour un homme et se produisant comme travestie. Le spectacle connut un immense succès avec plus de 700 représentations. La même année, elle fut nommée aux Tony Awards pour Victor Victoria. Mais lorsqu'elle réalisa qu'elle était la seule membre de la distribution reconnue, elle prit une décision audacieuse, elle refusa la nomination. Ce n'était ni par orgueil, ni par amertume. Elle était convaincue que toute la troupe méritait d'être reconnue. Ce fut un moment rare dans l'histoire de Broadway, mais il révéla la personnalité d'Andrews. Julie Andrews a fait son retour chez Disney après 37 ans d'absence avec le film Princesse malgré elle, 2001. Elle y incarnait la reine Clarisse Raldi, une grand-mère royale qui guide sa petite-fille Brandy, maladroite, interprétée par Anne Hathaway. Le réalisateur Gary Marshall l'a choisie sans audition, convaincu qu'elle était parfaite pour le rôle. Il s'agissait de son premier film Disney depuis Mary Poppins en 1964 rôle, qui lui avait valu un Oscar. Son interprétation, empreinte de chaleur et d'humour, a fait de la reine Clarisse l'un de ses rôles les plus appréciés. Elle a prodigué ses conseils à Hathaway sur le plateau tout en insistant sur le fait que cette dernière n'avait guère besoin d'être guidée. Le film a connu un grand succès, rapportant 165 millions de dollars dans le monde entier, dans Un mariage de princesse. 2004. Andrews a même offert une rare prestation vocale malgré la perte de sa voix suite à une opération en 1997. La même année, elle prêta sa voix à la reine Liliane dans Shrek de 2004. Elle y incarnait la mère de Fiona, une reine aimante et attentionnée. Contrairement à la plupart des films d'animation,
elle enregistra des scènes avec John Cleese, ce qui renforça l'authenticité de leur alchimie à l'écran. La franchise Shrek connut un succès planétaire et Julie Andrews reprit son rôle dans Shrek 3 2007 et Shrek 4 2010. En 2007, elle a prêté sa voix au film d'animation Disney « Il était une fois », mêlant contes de fées et réalité. Sa voix a insufflé une ambiance magique, faisant le lien entre les récits classiques et modernes de Disney. Le film a rapporté plus de 340 millions de dollars à travers le monde. En 2010, elle a interprété un rôle comique dans La Fée des Dents. 2010, celui de Lily, la fée en chef qui guide le personnage de Dwayne Johnson à travers une punition magique inattendue. Le film a rapporté 112 millions de dollars, prouvant qu'Andrews pouvait encore briller dans des comédies familiales légères. En 2016, elle a mis en scène une adaptation théâtrale de My Fair Lady pour son 60e anniversaire. Le spectacle a été créé à l'Opéra de Sydney et a ensuite fait une tournée dans plusieurs villes. Elle a veillé à respecter l'œuvre originale en utilisant des plans d'archives pour recréer les décors et les costumes. Le spectacle a battu des records au box-office et a reçu des critiques élogieuses. En 2017, elle a co-créé et animé Julie's Green Room, une série éducative Netflix destinée aux enfants et portant sur les arts de la scène. L'émission a accueilli des célébrités comme Alec Baldwin et Idina Menzel. Sa fille Emma Walton Hamilton a coproduit la série en faisant un projet familial. L'émission a été nommée 2 fois aux Daytime Emmy Awards. Julie Andrews possédait une voix presque magique. Son soprano de 4 octaves a rendu Mary Poppins et la mélodie du bonheur inoubliable. Mais en 1995, quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle interprétait Victor Victoria à Broadway, sa voix a commencé à faiblir. Au début, ce n'était qu'une légère arrogance de celles qui disparaissent avec le repos. Mais cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. En 1997, les médecins découvrirent une lésion sur ses cordes vocales. Certains parlèrent de nodules non cancéreux, d'autres d'une tumeur bénigne du palais. Quoi qu'il en soit, des années de chant avaient laissé des traces. Les médecins lui conseillèrent de se reposer, mais elle souhaitait une véritable solution. En juin 1997, elle fut opérée à l'hôpital Mount Sinai de New York. L'opération devait être une simple intervention de routine, une procédure rapide pour retirer la lésion et lui rendre sa voix. Au lieu de cela, sa vie a basculé. L'opération lui a laissé des cicatrices permanentes sur les cordes vocales. Le tissu cicatriciel les empêchait de vibrer correctement. Sa voix claire et puissante avait disparu. Parler était devenu difficile. À l'époque, les interventions chirurgicales sur les cordes vocales étaient moins avancées. Certains chirurgiens utilisaient des forceps, d'autres des lasers. Les 2 techniques comportaient un risque élevé de cicatrices. Andrews a déclaré plus tard qu'elle n'avait jamais été pleinement informée des dangers. En 1998, son mari Blake Edwards a témoigné publiquement de ce qui s'était passé. Il a dit ce qu'elle redoutait le plus, elle ne chanterait plus jamais. Perdre sa voix lui a donné l'impression de perdre une partie d'elle-même. En décembre 1999, elle a décidé d'agir et a porté plainte pour faute professionnelle contre l'hôpital Mount Sinai et les 2 chirurgiens. Elle a soutenu qu'ils ne l'avaient jamais informée des risques réels et que l'opération avait compromis sa capacité à chanter. L'affaire s'est réglée à l'amiable en septembre 2000 pour un montant non divulgué. Mais aucun règlement ne put réparer les dégâts. Elle passa les années suivantes à chercher des réponses. À partir de 2000, elle suivit de nombreux traitements et subit 4 autres interventions chirurgicales auprès du Dr Steven Zeitel au Massachusetts General Hospital. Ces traitements améliorèrent légèrement sa voix parlée, mais elle ne retrouva jamais sa voix chantée. En 2002, elle se consacra à aider les autres.
Elle a soutenu de nouvelles recherches sur la restauration vocale, en collaboration avec des experts du MIT et de la faculté de médecine de Harvard. Les scientifiques exploraient les technologies laser et l'ingénierie tissulaire pour soigner les cordes vocales endommagées. Elle espérait que même si elle ne pouvait être aidée, quelqu'un d'autre le pourrait. Malgré tout, elle a refusé de disparaître. Elle s'est découvert une nouvelle passion, l'écriture. Avec sa fille Emma Walton Hamilton, elle a coécrit une série de livres pour enfants. Mais malgré tous ses accomplissements, la perte de sa voix l'a profondément marquée.